Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cette vidéo fait partie d'une nouvelle série qui s'appelle Inspire. Inspire, c'est un projet porté par le CDO 54, un projet de lutte contre les addictions à travers le mouvement sportif. Dans ce cadre, on va faire aujourd'hui ensemble une sorte de table ronde autour d'une thématique qui nous concerne, c'est le tabac et le sport. Pour parler de cette thématique ensemble, on a la chance de recevoir aujourd'hui deux experts en la matière. Le docteur Hervé Martini, membre de l'association Addiction France, addictologue, tabacologue et médecin du sport. Nous recevons aussi le docteur Michael Biche, médecin psychiatre addictologue, responsable du département d'addictologie dans le pôle hospitalo-universitaire du Grand Nancy, au sein du centre psychothérapique de Nancy. Bonjour messieurs, merci de votre présence. On va démarrer cette petite discussion ensemble par un premier thème. Du coup, sport et tabac, à votre avis, docteur Martini, est-ce compatible? Alors pas du tout, je pense que maintenant tout le monde est au clair sur la notion que de consommation de tabac, risque pour la santé, etc. et baisse des compétences sportives. Très très clairement, même si effectivement on a encore d'idées reçues, je fais du sport donc ça me protège des effets néfastes du tabac, c'est tout à fait faux, avec même une baisse clairement des compétences sportives, notamment en endurance. Très bien. Docteur Biche, votre avis sur la question? Je suis tout à fait d'accord avec le docteur Martini et je pense qu'on peut rajouter le fait que cette croyance que finalement être un sportif de plus ou moins haut niveau va protéger des effets nocifs du tabac, on a la preuve clairement que c'est pas le cas et ça s'explique très très simplement en fait parce que les attaques de la fumée de tabac sur le corps humain, c'est pas des attaques sur un muscle, sur un organe qui va être plus ou moins fort, c'est des attaques qui se font au niveau cellulaire par des molécules. Donc il n'y a pas de moyen de lutter contre la nocivité d'une fumée toxique et de la fumée de tabac, qu'on ait une très bonne condition physique liée au sport ou pas. Très bien, merci. Et du coup, on voit le sport ou les activités physiques et sportives comme un outil du sevrage. Pour vous, est-ce que c'est une des clés de l'arrêt? Alors c'est une des clés, c'est un des éléments qui va nous permettre finalement de diminuer l'anxiété, de changer un peu les idées lorsqu'il y a une sensation de craving. Le craving, c'est le besoin impérieux de fumer. C'est un des éléments parmi d'autres avec la substitution nicotinique, qui va nous permettre finalement de diminuer la sensation de manque, qui est un des facteurs de rechute. Tout à fait d'accord également. Les activités physiques et sportives pendant le sevrage, ça engage éventuellement des phénomènes de diminution d'anxiété, d'irritabilité surtout plus que d'anxiété même qui peuvent être augmentés pendant le sevrage. Ça peut jouer aussi sur la qualité du sommeil, les activités physiques, qui est un symptôme dont on sait que lors du sevrage tabagique, il est assez durablement potentiellement altéré. Et puis, dernier enjeu, les activités physiques pendant le sevrage tabac, ça résume pas c'est pas une solution en elle-même, mais ça participe à un meilleur contrôle du poids. Alors, on sait que quand on arrête de fumer, physiologiquement, on prend 1 à 2 kilos en gardant des apports alimentaires qui sont à peu près équivalents parce qu'il y a des aspects métaboliques qui font que le tabac fait perdre du poids. Le contrôle du poids est meilleur quand on a une activité physique lors du sevrage. Effectivement, quand on parle d'activité physique et sportive, c'est tout. C'est peut être une marche rapide, c'est pas simplement se dire je vais prendre mes baskets et je vais courir 30 minutes et finalement être épuisé. Marcher, monter les escaliers, descendre un arrêt ou 2 arrêts avant l'arrêt classique de son boulot, c'est des éléments possibles. L'idée, c'est de mettre son corps en mouvement et se réentraîner à l'effort. Très bien, faire merci le beaucoup. ménage. Et faire le ménage, voilà, merci. Le réglage, le ménage. Et justement, pour les personnes qui sont sportives, mais qui sont aussi du coup dans la consommation, est-ce que vous auriez des conseils pour justement, on le sait que le mieux c'est évidemment de ne pas fumer, mais est-ce qu'il y a des efforts à faire vis-à-vis de la consommation et de l'activité physique Absolument. Alors déjà, il faut bien se rendre compte que l'activité physique et sportive va faire augmenter la fréquence cardiaque et la tension artérielle. C'est une méthode d'adaptation à l'effort. La nicotine va faire augmenter aussi la fréquence cardiaque. Donc on a une moindre tolérance à l'effort lorsqu'on va consommer du tabac. Le monoxyde de carbone, c'est le gaz des chaudières, inodore, incolore, qui va se fixer aux globules rouges et donc il y aura moins d'oxygène pour le muscle, donc une moins bonne. Donc l'idée c'est d'éviter au maximum de consommer dans les heures avant et après finalement, lorsqu'on est fumeur, bien évidemment, c'est d'éviter de consommer avant et après sur une balise de quelques heures. L'idée aussi c'est finalement de s'arrêter, c'est comme le message clair qu'il faut donner, l'arrêt est vraiment extrêmement important. Une des solutions qui est proposée notamment par le dispositif Inspire, c'est de développer les lieux de pratique sans tabac, notamment la grosse problématique vis-à-vis des stades de football qui sont ouverts et où il n'y a pas une véritable réglementation de mise en place. Est-ce qu'à votre avis, c'est une proposition qui est logique et est-ce que c'est une bonne solution?
Alors, oui, assez clairement. On sait que les addictions, dont l'addiction au tabac, c'est une maladie à forte composante environnementale. C'est-à-dire qu'on ne commence pas à fumer majoritairement parce qu'on se sent mal, on a une vulnérabilité individuelle. On commence à fumer majoritairement pour deux raisons. Premièrement, il y a du tabac. Deuxièmement, il est dans un environnement qui est plus ou moins propice à la consommation de tabac. La question se pose très très clairement et voilà, le projet Inspire est au cœur de cette problématique-là, sur les lieux qui sont des lieux où les jeunes, les enfants vont avoir une pratique sportive dans un environnement qui est propice à une banalisation de la consommation de tabac au bord du terrain de foot, après le match, à la mi-temps, pendant, etc. Préserver les environnements, ou du moins un certain nombre d'environnements d'activités physiques et sportives du tabac, c'est de nature à accompagner et avoir un effet de promotion de la santé d'une part, parce que c'est l'activité physique et sportive, mais aussi de prévention spécialisée, parce que réduction de l'incidence des maladies liées au tabac, qui est probablement très efficace. Très bien, merci. Oui, alors je souscris complètement. L'idée est vraiment d'être dans une dénormalisation de la consommation de tabac. Notamment, on a, depuis la loi Veil en 76, la loi E20, on est dans vraiment une déconstruction du paradigme qui est fumer, c'est sympa, c'est bien, c'est un moyen de sociabilisation, c'est un moyen effectivement comportementalement de résister au stress, etc. Donc, d'avoir des espaces sans tabac, l'hôpital a fait aussi sa grande révolution avec des espaces sans tabac, hôpital sans tabac, le sport sans tabac, les stades sans tabac, à mon avis, c'est quelque chose qui va aller dans le sens finalement de cette dénormalisation, de poursuivre. On s'aperçoit clairement qu'il y a une augmentation effectivement là des consommations de tabac, c'est-à-dire qu'en fin de compte il y a une baisse finalement une baisse régulière d'habitude de la consommation de tabac, et là on a un petit frémissement peut-être vers le haut, sans doute lié à la crise, il y a eu de pratiques sportives, donc les gens ont peut-être plus fumé, donc il faut absolument remettre son bâton de pèlerin, et des initiatives qui visent finalement à enlever le côté tabac de l'espace sportif est à mon avis extrêmement important. Très bien, merci. Vis-à-vis de, vous l'avez dit, c'est un gros travail à faire vis-à-vis de la dénormalisation, de la débanalisation de la consommation, mais il y a aussi un facteur clé qui est le tabagisme passif, tout simplement. Est-ce que vous avez un message à faire passer aussi sur ce thème-là, où parfois on entend mais en extérieur, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'impact. Est-ce que vous avez aussi un message à faire passer sur cet intérêt véritable de l'environnement, comme vous dites? Beaucoup de choses ont été faites, d'ores et déjà, avec la mise en application de la loi E20 contre le tabagisme passif. Bien sûr, les risques en extérieur, avec l'autre facteur qui est la durée d'exposition, et effectivement, bien sûr, vont jouer. Après, je pense qu'il est important, pour revenir juste un tout petit peu malgré tout sur la question d'avant, de préciser que si on s'intéresse au stade, par exemple, on note très très clairement que le tabac, son autorisation ou son interdiction dans le stade est en train de devenir un marqueur d'inégalité sociale. C'est-à-dire que des stades comme, enfin je ne vais pas les citer, mais des stades où les places sont très très chères sont très souvent non-fumeurs, des stades où les places sont beaucoup moins chères restent plus souvent fumeurs, et aujourd'hui le tabagisme est en train de devenir un marqueur d'inégalité sociale. Pour en revenir au tabagisme passif, oui, bien qu'en extérieur, une foule dans un stade fumeur, du temps où les stades étaient remplis et où il y avait plein de monde très très serré, oui, bien sûr, il y a des composantes de tabagisme passif qui peuvent entrer en ligne de compte malgré tout, d'autant plus que l'exposition peut être régulière, mais sans commune mesure avec les choses qui se passaient avant l'application de la loi E20 sur des expositions très très fortes dans les logements, dans les voitures, sur le lieu de travail, etc. Oui, après, il y a effectivement ce tabagisme passif, ça multiplie comme le risque par 1,3 d'incident cardiovasculaire, quand même, on en est clair. C'est maintenant clairement démontré que le tabagisme passif a un impact sur la santé des personnes qui ne fument pas. Alors après, on parle effectivement des grands stades, des grands événements, mais il y a aussi le tout à chacun, les petits stades de quartier, où finalement vous avez les personnes qui sont autour, qui fument à l'entrée du vestiaire, donc il y a un contact avec la fumée de cigarette qui peut être assez important parfois. Donc là, tout effectivement, à mettre des espaces non fumeurs, près des accès des vestiaires, près des accès des joueurs, et notamment en direction des plus jeunes. Merci beaucoup. Comme je le disais, le projet Inspire est aussi un projet qui est lié à la lutte contre les addictions à travers le mouvement sportif pour, on va dire, lancer une bouteille à la mer vis-à-vis d'une prochaine vidéo peut-être. À votre avis, est-ce qu'on peut parler parfois d'addiction au sport ? Alors, l'addiction au sport, ça regroupe plusieurs termes. La bigorexie, la dépendance à l'exercice physique, certains décrivent même des dépendances au mouvement. Il n'y a pas de définition actuellement
clairement établi de ce que c'est l'addiction au sport, mais c'est un comportement qui donne du plaisir, et en théorie, tout comportement qui donne du plaisir est susceptible d'amener vers une addiction. Mais il faudrait plus de travaux, plus d'éléments bibliographiques pour qu'on arrive finalement à caractériser une addiction au sport. Mais effectivement, le sport, certaines personnes vont être dans la perte de contrôle de l'activité physique, c'est-à-dire qu'elles vont être jusqu'à 30 heures par semaine d'activité, hors professionnel, hein, puisqu'un professionnel, c'est son métier. On est sur des personnes qui vont passer du loisir à une pratique qui va être exclusive, jusqu'à organiser les vacances, jusqu'à négliger des autres aspects sociaux. Voilà, c'est vraiment un trouble du comportement. Mais Michael en parlera, ça nécessite effectivement plus de données, de littérature, d'épidémios pour qu'on caractérise vraiment ce syndrome. Oui, je crois que moi je rejoins totalement ce qu'a dit le docteur Martini, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait que certaines personnes aient une pratique sportive qui va les conduire à un appauvrissement de la vie, et en particulier de la vie sociale, doit amener à s'interroger sur une définition addicto de leur pratique sportive. Encore une fois, si on s'intéresse exclusivement aux modifications neurobiologiques, on ne résume pas le problème en ce sens que c'est pas parce qu'on ne trouve pas la modification neurobiologique qu'il n'y a pas de souffrance, et puis parfois on peut trouver une souffrance très importante alors que les modifications neurobiologiques sur des imageries fonctionnelles vont l'être moins. On peut prendre une image pour comparer, c'est des problèmes qui concernent parfois les sportifs, même si bouger lutte contre ça, les problèmes de dos, les problèmes rachidiens. Si on fait des scanners rachidiens à tout le monde, on trouve des lésions rachidiennes chez des gens qui ont pas mal. Et puis, on va trouver aussi des gens vont décrire des douleurs, au sens de l'OMS, une expérience désagréable, plus ou moins intense, alors qu'on ne trouvera pas sur l'imagerie de problèmes. Donc effectivement, il y a des choses qui doivent être confortées, à la fois sur le plan neuroscientifique, mais aussi sur le plan peut-être d'un consensus clinique international sur ces choses-là, comme ça a été fait récemment avec une méthode Delphi pour l'addiction au jeu. Ouais. Très bien, merci infiniment messieurs d'avoir participé à cette vidéo, et puis j'espère à bientôt. Merci à vous. Si vous voulez des infos sur la thématique, rendez-vous sur Tabac Info Service ou bien dans les liens dans la description. Cette vidéo a été tournée le 31 mai, journée mondiale sans tabac. Merci beaucoup au Dr Biche et au Dr Martini pour leur participation et pour leur éclairage sur la thématique. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du CDOS54, à aimer la vidéo et à la partager. N'hésitez pas aussi à poser vos questions et à commenter la vidéo si le sujet vous intéresse, ou bien à nous proposer des sujets pour la série Inspire, ou bien pour d'autres vidéos du CDOS54. À bientôt.